Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Thermo Fisher? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo ainsi que la Top Newsletter gratuite. Donc, Thermo Fisher, j'adore cette compagnie. Watchlist direct. Ici, nous avons une compagnie ici qui est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de laboratoire et d'instruments scientifiques. Donc, le chiffre d'affaires avant l'élimination d'infragroupes, etc., par famille de produits. Donc, il semblerait que ce soit à peu près, un segment d'activité ici qui ne fait plus partie de l'entité ici aujourd'hui. Plus que le chiffre d'affaires par famille de produits et de services se repartit comme suit, blablabla, blablabla, blablabla. Tout ce que j'aime ici, c'est de savoir qu'on est dans la commercialisation d'équipements, de laboratoires et d'instruments scientifiques. Vous savez que moi, j'aime bien ce genre d'activité-là dans les services de santé. Je n'aime pas les vendeurs de médicaments. OK? Donc, ça me permet de parler ici de Thermo Fisher, Danaher, Intuitive Surgical, Edouard Life Science, un tout petit peu General Electric Healthcare, nouvellement coté, Illumina. Donc, ce sont des entreprises à avoir en watchlist. D'accord? Watchlist directement. Carl Zeiss également. Celle-là, il faut que j'en parle. Il faut également la mettre dans la watchlist. Très important. C'est une belle entité. Maintenant, une fois qu'on a ça, je vais aller regarder ici au niveau des rapports financiers de la compagnie Thermo Fisher, ticker symbole TMO. OK? Qu'est-ce que ça nous donne ici en date d'aujourd'hui en termes de revenus? Est-ce que nous avons des revenus stables, croissants ou décroissants? Donc ici, nous avons des revenus qui sont croissants. C'est bien. Croissance de revenus est due à quoi? Acquisition organique, il faut aller vérifier. Ici, on fait beaucoup d'acquisitions. Dont la dernière ici, si on regarde bien, sur un an, comme ça fait à peu près aux alentours de 20 milliards par là. OK? Donc, ce serait important d'aller prendre en considération que le revenu actuel peut peut-être être impacté par cette grosse acquisition-ci. Et c'est pas parce qu'on a fait une acquisition que c'est forcément bien. Donc, il faut vraiment questionner le bien fondé même de cette acquisition-là. OK? Et ça, c'est quand même l'une des plus grosses acquisitions depuis, en tout cas, 1990. C'est peut-être la plus grosse de cette compagnie. OK? Il faudra aller vérifier elle a acquis quelle compagnie. OK? Marge brute, c'est bien la croissance, etc. Mais est-ce que les marges brutes sont au moins stables? Là, par contre, ça va être compliqué. On avait des marges brutes ici, si je les mets annuellement, OK, on avait des marges brutes aux alentours ici de 50% en 2021. Et là, on se retrouve à 42%. Peut-être également l'acquisition vient en compte, à peut-être dérégler certaines informations ici. Mais attention, je n'aime pas ce que je vois ici. Mais attention, il faut que je compare ça avec les marges EBITDA. On peut avoir des marges brutes qui font du yo-yo ici, mais les marges EBITDA qui restent stables. Et c'est le cas. On a des marges EBITDA un tout petit peu stables. Équipement de laboratoire, etc. On sait que la période de la pandémie ici a été bénéfique pour cette compagnie. Donc là, on va revenir un tout petit peu à la normale. OK? Mais on a des marges EBITDA qui augmentent. Ça, c'est un pricing power. OK? Ça veut dire également ici que le revenu augmente, même si les marges ont tendance à rester un tout petit peu stable, ou bien les marges EBITDA ont tendance à rester un tout petit peu stable, ou bien à faire du yo-yo ici, on se rend compte que les marges EBITDA augmentent de plus en plus. Donc, on devient de plus en plus efficient. J'aime ça. Maintenant, je vais comparer les net income et les free cash flow. Net income, ici, d'accord, et free cash flow à ce niveau, ok? Donc, on les met sur le même graphique. On constate ici que net income et free cash flow ont tendance à raconter la même chose. Quand je prends ici les marges de net income, qu'est-ce que ça nous donne ici en yearly? Ça donne ici à peu près, attention, vous pouvez me voir ici que 2019, à partir de 2019, donc 2019, ici, on a commencé à avoir des marges un tout petit peu élevées par rapport à ce qu'on avait d'habitude. Faites très, très attention. Donc, peut-être ici, 2019, 2020 et 2021 impactés positivement par la pandémie, notamment équipement de laboratoire, etc. Donc, mais on avait quand même une certaine stabilité des marges déjà à partir de cette période-là. Maintenant, le tout est de savoir, est-ce qu'on s'attend à garder ce niveau de marge ou bien ça va diminuer? Pour ça, je vais aller voir à peu près ce que me raconte Zone Bourse, en tout cas sur les 3 prochaines années, en termes de marge nette. Qu'est-ce qu'on observe ici? On a des marges nettes ici qui auront tendance, enfin, selon les analystes, on aura tendance à être aux alentours d'une quinzaine de pourcents par là. Maintenant, moi, je ne sais pas. Est-ce qu'on va aller au-delà, est-ce qu'on va aller, on va se retrouver à 18% ou bien on va rester aux alentours de 15%? Parce que là, quand même, vous voyez qu'en moyenne, sur les marges ici, si on le met à peu près comme ça, ok, on est à peu près à du 11-12% par là.
Ok, c'est uniquement depuis les dernières années ici qu'on a à peu près des marges plus élevées. Mais également, il y a eu une acquisition qu'on a également effectuée ici. Donc, cette acquisition-là peut-être était positive pour nous en termes de marge. Faites très, très, très attention. Donc, si je prends des marges de 15% ici, d'accord, ces marges de 15% là ont intérêt à rester stables dans le temps. Donc, c'est-à-dire qu'on doit écouter le management afin de voir à peu près est-ce que le management a tendance également à parler de marge de 15%. Ça peut être leur nouvel objectif ici. Et on a vu ici que les marges ont tendance à augmenter. Faites attention. Donc, maintenant, une fois qu'on prend des marges de 15%, le revenu en lui-même, on s'attend à des revenus de combien en 2000 Ici, on s'attend à des revenus de combien? On s'attend à des revenus à peu près de 52 milliards en 2025. C'est un business assez prévisible. OK? Si je prends ici, j'extrapole un tout petit peu, je prends un tout petit peu de revenus ici, 52 milliards 562, 15% de ce montant-là, si on a plus que ça, tant mieux. C'est un business ici qui peut s'échanger à 25 fois les bénéfices faciles. D'accord? On peut également vérifier ici le price to earning ici. Qu'est-ce qu'il raconte? Et je rappelle tout que le price to earning reste un rendement. Quand vous voyez 25 fois les bénéfices, ça veut dire 4%. 20 fois les bénéfices, ça veut dire 20%. Et si on prend la médiane ici, on voit que c'est une entité, voilà, limite 25 fois les bénéfices par là. Mais attention, taux d'intérêt augmente, les multiples auront tendance également à diminuer. Faites très attention. Si je prends 25 fois les bénéfices, je suis assez gentil. D'accord? Fois 25 fois les bénéfices, moins la dette nette. Est-ce qu'on a une dette nette ici, au niveau de cette entreprise-ci? On a une dette nette de combien? Nous avons une dette nette aux alentours de 24 milliards. 25 milliards 900, donc je dirais même limite 26 milliards. Donc je pourrais également vérifier ici au niveau ici du dernier trimestre ici, donc ce qu'on a marqué à ce niveau-ci, donc à peu près si on marque ici dette nette, ok. Donc dette nette ici, net dette ici, ça donne combien? Ça donne à peu près aux alentours de 31 milliards, donc voilà, 29 milliards, 30 milliards ici, voilà. On va juste prendre, en fait, ici je pense que, comment on appelle ça? Je pense que Zone Bourse a la meilleure information. Je vais prendre 26 milliards ici. Donc, moins 26 milliards, d'accord, divisé par le nombre d'actions. Et encore une fois, le nombre d'actions, on aimerait voir l'évolution du nombre d'actions. Ça diminue, ça augmente. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on a plutôt une stabilité du nombre d'actions à 388 millions d'actions. Donc, divisé ici par 388 millions d'actions, semblerait-il que le prix intéressant ici pourrait être aux alentours de 441 $ l'action. Mais attention, à 441 $ l'action, ça veut dire que l'entité rapporte à peu près 88 $ ici d'ici 2025. Attention, divisé par le nombre d'actions à 388, ça donne à peu près ici 20 $ l'action, divisé ici par 441 $ l'action. On a un rendement à peu près de 4,60% si on l'achète à 441 $ l'action. Idéalement, vous savez que c'est une entité que moi, personnellement, j'aime bien acheter avec un rendement de entre 10 et 8%. Entre 8 et 10% si vous voulez. Donc, si on est à 8% par rapport aux 7 milliards 884 ici, si on prend du 8%, donc divisé ici par 0,08, divisé par le nombre d'actions à 388, on aimerait l'attendre aux alentours de 253 $ l'action. OK? Donc, aujourd'hui, voilà, c'est assez élevé en mon goût. On peut également le voir ici avec Fastgraft. Si on utilise un tout petit peu ici Fastgraft, vous voyez que Fastgraft ici est très optimiste par rapport aux bénéfices nets de 2025. Faites attention. Également, que si on ici, il faut vraiment prendre en considération que nous avons ici les bénéfices nets par action. Donc, il faudrait vérifier à peu près qu'est-ce qui est inclus ici. Si on se base par rapport à ce que Fastgraft nous mentionne, on aurait peut-être tendance à dire que cette compagnie-ci est sous-évaluée. Mais s'il vous plaît, ici, ça reste des prévisions. D'accord? Ça reste des prévisions. Qu'est-ce qui pousse le management, les analystes à avoir ce genre d'estimation? Ils ont tendance à avoir raison. D'accord? Peut-être que c'est le fameux 18% en question. Vous savez que nous, on a pris 15%. Si on prend du 30 milliards, du 30 $ ici, 30 $ 20, multiplié par 25 fois les bénéfices, ça fait 755, moins la dette nette par action. OK, donc on a vu ici qu'ici, ça prend en considération des marges de près de 18% ici. Donc la dette nette par action ici, ça donne combien? La dette nette par action ici, ça donne à peu près aux alentours de 81,87. Donc je vais l'arrondir ici à 82 $ l'action, ça ne change pas grand-chose. Ça donne ici à peu près 613 $ l'action. OK. Si on admettons que 613 $ l'action puisse être réaliste ici, est-ce que le prix actuel est intéressant? Moi, je vous dirais que vaut mieux un tout petit peu rester prudent ici, d'accord? C'est vrai que c'est tentant au prix actuel,
D'accord? Mais voilà, je préfère à peu près par rapport à ce qui est attendu en 2025 ici. Si je me base sur l'estimation de Fastgraph qui, elle, essentiellement, elle se base sur les marges nettes des marges nettes ici de près de 18%, sinon plus que ça. Je préfère l'attendre aux alentours des 377,5. C'est Thermo Fisher. Attendez, j'ai parlé de 400 ici. Oui, c'est ça. Je préfère l'attendre à peu près à ce niveau. Ce n'est pas très loin du 440 ici qu'on avait tantôt. Donc, soyez prudents sur cette compagnie-ci. OK? Restez prudents ici. En date d'aujourd'hui, qu'on soit à 400, qu'on soit à 500, il y a une chose ici, si on est d'accord, c'est une entité qu'on va regarder aux alentours de 300 par là. Donc, on aimerait avoir la meilleure marge de sécurité possible. Attention, marge de sécurité possible, parce que d'aucuns s'attendent souvent ici à un chiffre exact. Non, il faut faire des hypothèses. Dépendamment de l'hypothèse, ici, on sait à peu près que, bon, ça c'est mon hypothèse optimiste, ça c'est l'hypothèse pessimiste, ça c'est l'hypothèse de base. OK? Donc ici, pour moi, je sais que Thermo Fisher ne va pas m'intéresser à 522 dollars à l'action, mais pourrait m'intéresser aux alentours de 300 dollars à l'action. OK? Même pas à 400 dollars, peut-être qu'on pourrait la regarder, mais attention, ça dépend des éléments comme la marge nette stable à tel ou tel pourcentage. OK? Donc, faites très, très attention. Mais c'est une très belle entreprise à avoir en portefeuille ou bien en watchlist. OK? À avoir en watchlist. OK? Maintenant, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire si le prix va continuer à augmenter, etc. Mais une chose est certaine, c'est que moi, le prix actuel ne m'intéresse pas du tout. Si on réfléchit en termes de rendement ici, qu'on prenne ce qui est disponible ici sur Fastgraph ou bien ce qui est disponible ici sur Coifin, on se rend compte d'une chose ici, ça ne respecte pas les 8% qu'on aimerait avoir par rapport au bénéfice net de 2025. Donc, si on veut 8% de rendement par rapport au prix actuel, on s'entend qu'on est qu'à il faudrait attendre les 375 dollars à l'action. Or, on est à 522. Je dirais non, non et non. Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, ici, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci.